On va commencer. Donc, bonsoir à tous et merci d'être présents à ce rendez-vous copropriété du mois de janvier 2025 sur le sujet donc des passages de ballons d'eau chaude individuels à un passage au ballon d'eau chaude collectif donc dans les projets de rénovation énergétique. Donc, je suis Claire Deuil-Béda, conseillère dans l'Agence parisienne du climat pour le 19e arrondissement. Donc, petit point technique sur ce webinaire. Donc, vous n'avez pas de webcam, vous n'avez pas de micro activé et vous avez accès donc à l'onglet questions-réponses, donc Q et R pour vos questions. Donc, j'insiste surtout sur cet onglet questions-réponses parce que c'est plus facile pour nous de les suivre tout au long du webinaire. Sachez que les questions seront traitées à la fin de la présentation et donc vous aurez vraiment un temps d'échange avec l'intervenant. Les PowerPoint seront transmis par mail à la suite de ce webinaire et vous pourrez retrouver cette présentation sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Donc, le programme de ce soir, donc une rapide introduction sur l'Agence parisienne du climat par moi-même. Vous aurez ensuite donc Harold Hugonenk, associé fondateur de Realiza, en tant qu'intervenant sur le sujet. Et enfin, donc une petite séance de questions-réponses sur ce sujet avec l'intervenant et moi-même. Donc, l'Agence parisienne du climat, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une association créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris avec le soutien de l'ADEME pour accompagner donc la mise en œuvre de son plan climat. C'est également le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et de ce fait, l'APC fait partie du réseau des espaces France Rénov. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va mobiliser, accompagner, conseiller et informer les copropriétés parisiennes. Pour cela, on a mis en place une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas encore, Coach CoPro, donc qui permet d'avoir un suivi personnalisé des copropriétés, mais c'est également aussi un centre de ressources et un annuaire de professionnels pour trouver donc vos prestataires affiliés chez nous. Et vous pourrez aussi trouver donc des fiches de copropriété qui ont déjà été rénovées, donc qui sont allés au bout de leur projet pour pouvoir trouver des exemples de ce qui peut être réalisé sur les copropriétés. Petit point sur les événements à venir prochainement. Donc, le prochain rendez-vous CoPro aura lieu le 4 février à 17h30 et ce sera sur le dispositif Alvéole Plus. Et un peu plus loin, vous allez avoir notre forum Habité Durable qui se passe tous les ans à l'Hôtel de Ville. Donc, le 10 avril 2025, sur inscription, j'ai mis le QR code pour pouvoir directement vous inscrire ou sinon, vous avez le lien d'inscription sur notre site Internet. Donc, si vous voulez passer à l'action sur votre copropriété, n'hésitez pas à vous inscrire au forum Habiter Durable. Et à présent, je laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, Harold Hugoninck, société Realiza. Je vais partager ma présentation, mon écran peut-être d'abord. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Enfin, est-ce que Claire, Oui, vous avez très l'écran bien. qui s'affiche? C'est bon, parfait. Donc, effectivement, ce soir, on va parler de l'opportunité ou la pertinence de passer de l'eau chaude collective, l'eau chaude individuelle à l'eau chaude collective. Nous sommes un cabinet d'architectes ingénieurs en fait qui faisons que de la rénovation énergétique globale en copropriété. Et on va partager avec vous notre vision et puis du retour d'expérience au travers des projets que nous avons pu mener avec mes associés et moi. Le premier point, en fait, si le sujet est soulevé, c'est qu'en fait, on a un constat qui est que la production d'eau chaude aujourd'hui individuelle, elle peut mobiliser trois types de solutions. Une solution électrique, donc c'est le fameux cumulus à accumulation. On a de l'électrique direct, donc avec des chauffe-bains directs en électricité, donc qui font de l'appel de puissance important, et le chauffe-bain gaz. Donc c'est les trois solutions en fait qui sont à votre disposition pour réaliser de la production d'eau chaude
dans un logement collectif. Et la problématique de cette solution, c'est qu'elle montre assez rapidement ses limites. La première des limites aujourd'hui qui va nous concerner, qui va impacter également la valorisation patrimoniale de votre bien, c'est que l'énergie fossile, si elle est utilisée pour la production de CO2, va impacter votre nouvelle étiquette de DPE, puisque dans l'étiquette DPE, vous avez un critère d'émission de gaz à effet de serre, en fait, qui va plus ou moins impacter votre position sur l'étiquette. Donc, un premier point négatif sur l'énergie fossile qui peut très très rapidement dégrader la valeur d'un appartement. Euh, pour ce qui est de l'électricité, l'impact va se répercuter sur la consommation d'énergie primaire, puisque la valeur qui est donnée dans l'étiquette DPE aujourd'hui est une valeur d'énergie primaire, c'est-à-dire que sur votre consommation réelle en électricité, on va appliquer un coefficient de 2,3 pour déterminer en fait la position sur l'étiquette. Donc très, très rapidement, l'électricité va montrer une certaine asymptote aussi pour faire des gains énergétiques et va impacter votre production individuelle. L'autre sujet au niveau de la limitation, c'est que on va avoir aussi, alors c'est au niveau européen que les choses se sont mises en place, c'est des interdictions progressives sur les énergies fossiles. En fait, ça se traduit sur les émissions les émissions de monoxyde de carbone, en fait, qui peuvent être, enfin, d'azote, pardon, qui sont produits par les productions les productions liées à l'énergie fossile. Donc, progressivement, on le voit sur les chauffe-bains gaz, on va arriver avec du matériel qui va devoir évoluer de façon assez radicale. C'est-à-dire que très prochainement, nous n'aurons plus la possibilité d'avoir des productions d'eau chaude sur l'air ambiant en fait dans les logements, comme ça peut être le cas, ce qui va poser des problématiques donc de renouvellement de matériel et aussi de disponibilité de pièces détachées à l'avenir pour faire durer assez longtemps les matériels qui sont déjà installés en copropriété. Et lorsqu'on va vouloir ensuite aller chercher des gains énergétiques sur nos consommations d'eau chaude individuelle, on va avoir des améliorations qui sont quand même relativement complexes, voire compliquées à mettre en place. Typiquement, il existe des solutions pour passer notamment de chauffe-bain gaz ou de chaudière gaz qui travaillent sur l'air intérieur du logement pour faire la combustion à des systèmes de chaudière ou chauffe-bain gaz à condensation, ce que vous voyez sur l'image de droite, en travaillant sur les conduits shunts existants dans la copropriété. Alors cela consiste en fait à refaire un tubage en fait du conduit principal, c'est ce que vous voyez sur la flèche en fait de ma présentation. Donc on va en fait gainer le conduit principal avec un système qui va pouvoir à la fois extraire les fumées de combustion et aussi apporter l'air neuf en fait pour la combustion de la chaudière. Donc ce système-là implique que on doit dans chaque logement assurer le carottage en fait de la paroi du conduit shunt en fait qui a été actuellement utilisé pour le rejet des gaz brûlés. Donc ce qui peut amener en fait un certain nombre d'interventions plus ou moins lourdes en fait dans les logements en fonction de la position où se trouve ce conduit donc un niveau plus ou moins invasif au niveau des travaux à faire supporter aux copropriétaires ou à leurs locataires. L'autre point, c'est qu'il est aussi nécessaire dans ce cas-là d'emporter une décision collective, puisque les systèmes de conduit shunt actuels ne seront pas du tout compatibles avec un système de conduit shunt rénové pour mettre en place des chaudières à condensation. Donc, on a un premier cas de possibilité qui est assez lourd à traiter. On l'a déjà eu fait en copropriété, mais c'est souvent réservé à de la production d'eau chaude qui est aussi couplée à la production de chauffage. L'autre point, et là c'est pour essayer de juguler les coefficients de 2,3 dont sont pénalisées les productions d'eau chaude électrique, c'est de mettre en place des pompes à chaleur. Donc pour ce faire, on a trois systèmes principaux. Une pompe à chaleur, en fait, avec une unité extérieure. Donc c'est le schéma de gauche, en fait, sur votre présentation.
donc qui nécessite d'avoir un groupe extérieur qui vient capter les calories pour ensuite réchauffer un ballot d'eau chaude à l'intérieur du logement, ce qui pose des questions quant à l'autorisation de la copropriété, mais également des services de l'urbanisme, puisque vous êtes censé déposer une demande préalable de travaux pour ce type d'intervention. L'autre possibilité, c'est de travailler avec un ballon qui embarque à l'intérieur du logement. C'est la petite cellule que l'on voit sur le dessus du ballon, la pompe à chaleur, avec une première solution d'une pompe à chaleur qui va utiliser l'air que vous extrayez de l'appartement pour le renouvellement d'air, pour préchauffer le système de pompe à chaleur et améliorer son rendement pour le ballon. La problématique, c'est qu'il faut à la fois gérer le premier réseau qui capte l'air dans le logement, et puis ensuite le réseau qui rejette l'air à l'extérieur de l'appartement. Des complexités d'installation qui peuvent être adaptées dans certaines situations, donc ça dépendra vraiment de la disposition de votre appartement et de l'organisation générale de la copropriété. La difficulté avec ce type de ballon, c'est qu'on a un encombrement dans la pièce qui est important, puisque vous imaginez qu'il va falloir rajouter à peu près un quart de la hauteur du ballon pour installer le système de pompe à chaleur. Alors, oui, peut-être un petit rappel, on utilise une pompe à chaleur parce qu'en fait, la pompe va permettre, en consommant 1 kW d'électricité, de restituer 4 kW, ce qui permet de gommer le coefficient de 2,3 qu'on a vu tout à l'heure dans le calcul du DPE. Il y a une troisième solution qui est le système de ballon thermodynamique sur air intérieur. Donc là, le ballon va capter l'air à l'intérieur du logement, capter des calories dans l'air et ensuite expulser en fait de l'air frais en fait qui aura libéré en fait des calories pour préchauffer le ballon d'eau chaude. La difficulté en fait de cette installation, et elle est très très vite écartée en copropriété, c'est qu'il faut une pièce dédiée avec un volume d'air de minimum 20 mètres cubes. Donc on est tout de suite sur l'équivalent d'une pièce en fait qui serait consacrée, alors une pièce non chauffée, qui serait consacrée à la mise en place de ce système-là. Donc ça, clairement, en copropriété, on ne l'envisage même pas. Donc c'est pour cette raison-là en fait qu'aujourd'hui nous on recommande de travailler sur l'eau chaude collective à nos copropriétaires. Alors en dissociant cette logique de production, l'intérêt principal en fait sur la production d'eau chaude collective, c'est qu'on va mutualiser des coûts d'installation. C'est-à-dire que on va avoir un système collectif, alors qui sera soit à l'échelle de la copropriété ou à l'échelle d'un bâtiment dans la copropriété, selon la disposition, mais on va mutualiser le coût d'installation, les coûts de maintenance, ce qui va aussi, je le mets un peu plus loin, mais ce qui va vous permettre aussi d'avoir une qualité de service qui sera différente que lorsque vous travaillez sur un système individuel. Un système individuel qui tombe en panne, vous devez attendre un réparateur. Un système collectif, ça fonctionne comme une chaufferie collective, c'est-à-dire qu'il y a des mainteneurs de système qui interviennent dans des délais relativement courts de quelques heures pour pouvoir assurer la remise en service. L'autre avantage, une fois que le système collectif est en place, c'est qu'on va pouvoir utiliser différentes sources d'énergie. Les sources d'énergie disponibles à l'instant T, alors ça peut être de la pompe à chaleur, ça peut être à Paris du raccordement sur le réseau de chaleur, le CPCU, et on peut l'envisager tout de suite, par exemple au gaz, parce que le CPCU n'est pas disponible. Par contre, une fois que le réseau est étendu et disponible dans 5 à 15 ans, imaginez faire ensuite un raccordement sur le système collectif. Donc ça nous donne une grande souplesse en matière de solutions techniques à proposer aux copropriétaires. Alors, le maintien de service, je l'avais abordé précédemment, c'est-à-dire que c'est assorti d'un contrat de maintenance classique comme une chaufferie, donc on a effectivement une qualité et une disponibilité de l'eau chaude, je dirais, qui est quasiment permanente. Un point important, c'est quand on parle d'eau chaude collective, on est bien en train de parler également de comptage individualisé. C'est-à-dire que là, on ne pourra passer en eau chaude collective que si on est en capacité d'installer des compteurs. C'est-à-dire qu'on a des encombrements suffisants, des espaces où on peut mettre en place ces compteurs facilement, de telle manière que le syndic puisse ensuite assurer une comptabilité parfaite en fait, des consommations de chacun.
ce qui permet aussi de ne pas avoir d'impact de comportement individuel sur la charge d'eau chaude collective. L'autre point important sur l'eau chaude collective, c'est qu'en fait, on va être sur une source qui est inépuisable. C'est parce que vous allez pouvoir en fait consommer autant d'eau chaude que nécessaire, selon votre besoin, selon vos niveaux de confort Alors que quand on est sur un système de ballon d'eau chaude, bah, on a une quantité aujourd'hui qui est réchauffée, qui est disponible. Ensuite, une fois qu'elle est purgée, il faut attendre un certain temps pour que le ballon se recharge à nouveau. C'est aussi la même chose sur les chauffe-bains gaz qui ont des petites quantités stockées ou des temps de puisage relativement importants. Autre point, c'est les coûts du mètre cube d'eau chaude. Aujourd'hui, on a fait des simulations avec Pouget Consultant à l'époque, qui est un bureau d'études fluides aussi de la place de Paris, et on arrive à avoir des consommations d'eau chaude qui peuvent être des coûts de production du mètre cube d'eau chaude qui peuvent être deux fois moins chers, pardon, que le coût que vous auriez en individuel. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi pour éviter de subir les fluctuations des cours de l'énergie. Et le dernier point, c'est la gain de place dans les logements, quand on a du ballon électrique notamment, puisque ce sont forcément des surfaces qui sont aujourd'hui dédiées à des ballons lorsqu'ils sont posés au sol. Donc on peut très très facilement en fait récupérer cet espace-là pour enfin, soit dégager de l'espace pour avoir plus de confort, soit éventuellement l'utiliser autrement. Alors, passer en chute collective a des avantages. Par contre, il faut quelques prérequis. C'est-à-dire que quand on commence l'étude d'une solution comme celle-ci, il va falloir qu'on vérifie des choses très simples comme la place disponible dans la chaufferie. Typiquement, quand on va produire de l'eau chaude, il va falloir qu'on ait des appareils de production ou bien ce qu'on appelle des échangeurs quand on est sur un réseau de chaleur pour qu'on puisse récupérer la chaleur du réseau primaire et produire ensuite la chaleur pour le réseau d'eau chaude. Il va falloir que les parties communes nous permettent de stocker. Donc la taille du volume stockable est importante à déterminer pour nous pour savoir en fait quels sont les besoins de puissance. Et puis, selon l'énergie que on va proposer à nos copropriétaires, si on est sur des systèmes de pack RO, donc qui récupèrent les calories dans l'air ambiant, il va falloir en fait que l'on sache à quel endroit cette pompe à chaleur peut être installée. Est-ce qu'elle a besoin d'être habillée quand on les met en toiture, par exemple, donc de faire des chiens assis pour les masquer, pour les rendre plus facilement intégrés au bâti, pour pas que ça vienne créer des verrues. Donc là, il est important à la fois de l'anticiper sur la phase de conception et puis ensuite d'obtenir les autorisations administratives le plus tôt possible et avant l'Assemblée générale de vote des travaux pour s'assurer que le système est viable. L'autre point au niveau du prérequis, c'est la manière dont on va intervenir en fait dans les logements. L'eau chaude collective, on a pu le réaliser dans nos opérations que lorsque on est en capacité, là c'est un plan des tâches courant d'un dossier, que lorsqu'on est en capacité d'installer un réseau vertical collectif. Quand je dis réseau, c'est à la fois l'eau chaude qui arrive dans les logements et l'eau chaude qui repart. On met un système de bouclage pour s'assurer en fait qu'on ait de l'eau chaude à disposition en permanence, donc pour avoir des temps de puisage très très courts auprès des copropriétaires. Donc ça, c'est le prérequis. C'est est-ce qu'on est capable ou pas là en l'occurrence sur cette résidence, c'est un toilette qui est sur les paliers en fait qui sera condamné pour faire passer en fait ce réseau-là. Et ensuite, du réseau principal, on peut très facilement installer nos compteurs et venir se piquer dans chacun des appartements. Alors ça, c'est un point important parce que très souvent, on imagine des choses très intrusives au niveau des logements, mais en fait, il faut avoir en tête que ce qui nous intéresse pour la production d'eau chaude, c'est de pouvoir se connecter sur la boucle d'eau chaude qui est présente dans l'appartement. Donc, on n'est pas nécessairement obligé de venir se connecter à l'endroit où se situe le chauffe-bain aujourd'hui, où se situe le ballon d'eau chaude aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler directement dans une salle de bain, même si le chauffe-bain gaz avait été mis en place sur la cuisine, par exemple, ou inversement, traiter une connexion dans la cuisine, bien que nous ayons eu un ballon d'eau chaude qui ait été installé dans la salle de bain ou les WC. Donc ça, c'est un point souvent mal connu, je dirais, des copropriétaires.
Et ça permet surtout, nous, de faire des interventions rapides dans le logement, très peu intrusives. Donc ça, je pense que c'est une des clés de l'acceptation d'un projet comme celui-ci. Et dernier prérequis, et j'aurais fini avec ma présentation, c'est qu'on a une vraie volonté du conseil syndical, du syndic et des copropriétaires, puisque là, on va rentrer dans des logiques aussi de modification de règlement de copropriété. On va passer d'une consommation individuelle à une consommation individuelle, mais répartie sur des compteurs. Donc, il faut être en capacité et en volonté de porter ce message-là auprès des copropriétaires. Et puis, l'autre sujet, c'est les équipes de conception et travaux qui soient motivées et auront pu à l'exercice d'intervenir dans les logements, d'intervenir auprès de locataires ou intervenir auprès de copropriétaires. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Alors, j'essaye de tout récupérer. Donc, la première question. Donc, si vous avez des questions à poser, donc je le répète, le plus simple, c'est l'onglet questions et réponses pour pouvoir les suivre au mieux. Mais j'essaierai quand même de récupérer celles qui ont déjà été posées dans la discussion. Donc, première question. Le passage d'un ballon d'eau chaude sanitaire individuel à celui collectif est-il compatible avec l'individualisation des contrats d'eau dans une copropriété? Des contrats d'eau froide, vous voulez dire? Enfin, si c'est la question sur les contrats d'eau froide, oui, c'est tout à fait compatible, puisqu'en fait, l'alimentation en eau chaude, enfin, l'alimentation en eau froide qui sera réchauffée pour la copropriété sera faite à l'échelle du système de production collectif. C'est-à-dire on comptera donc nos mètres cubes d'eau chaude qui rentrent dans les préparateurs, et ensuite on va compter les consommations individuelles de chaque copropriétaire. Donc en fait, on aura un prix du mètre cube d'eau chaude en fait qui sera déterminé. Ok. Ensuite, question suivante. Bonsoir. Est-ce que la consommation liée au bouclage ne présente pas des consommations supplémentaires par rapport à une solution individuelle et rend le passage collectif moins intéressant que prévu? Alors, au niveau des calculs thermiques, non, alors oui, c'est pris en compte dans le calcul, mais ça vient pas aujourd'hui pénaliser. Il y a plus de gains que de pénalités à cette boucle-là. Alors, effectivement, par contre, il faut qu'on puisse avoir du réseau calorifugé. Hein, c'est important, effectivement, en termes d'encombrement sur ces réseaux verticaux. On ne mettra pas simplement un tube, il faudra faut qu'on ait un réseau qui soit isolé, pour pas avoir de perte de charge. Ok. Alors ensuite, quel est le coût par mètre cube en utilisant une PAC ou le CPCU? Faut-il avoir un adoucisseur pour une PAC? Par la même Alors, personne. alors les coûts mètres cubes, j'ai pas les simulations là, je suis désolé, j'ai pas récupéré mon étude Pouget à temps. Par contre, au niveau d'une pompe à chaleur, en fait, c'est le fabricant de pompe à chaleur va nous demander de mettre en place des systèmes de traitement d'eau, tout comme pour une chaudière condensation. Donc effectivement, il faudra prévoir en fait d'avoir en fait une eau qui sera traitée avant qu'elle ne soit réchauffée par le système de production. Ouais. Alors ensuite, c'est en deux questions, j'ai l'impression. Le lien entre eau chaude collectif et chauffage collectif est de la même personne. Est-ce que c'est valable pour les petites copropriétés, donc de 8, 9 appartements? Alors, alors, le lien entre chauffage, si on a une production de chauffage collective et de l'eau chaude individuelle, quand on fait un programme de rénovation globale, ce que l'on va faire, c'est que on va baisser les besoins de puissance en fait, donc de chauffage, et on va récupérer cette puissance disponible en fait pour faire fonctionner le système collectif de chauffage également sur le système de production d'eau chaude. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, quelle que soit la taille de la copropriété, alors ça dépendra de ce que l'on mettra en place. Typiquement, un réseau de chaleur, ça ne sera pas possible. C'est-à-dire que la ville de Paris ne nous fournira pas le réseau de chaleur de la ville de Paris ne nous connectera pas parce qu'on n'aura pas besoin on n'a pas un besoin de puissance suffisamment intéressant pour eux pour le faire. Mais en théorie, c'est possible. Donc sur une petite pompe à chaleur, par exemple, ça peut fonctionner. Ou sur une chaudière gaz, une condensation qui finalement serait surdimensionné pour faire du chauffage une fois qu'on a isolé le bâti. Est-ce qu'une PAC est moins chère que la CPCU?
On est à peu près sur les mêmes, on est à peu près sur les mêmes coûts. On est à peu près sur les mêmes coûts, parce que quand vous êtes sur un réseau de chaleur, en fait, il faut imaginer aussi qu'il faut construire, même si la ville, même si le réseau de CPSU, ben, vous livre l'échangeur, ensuite, il faut imaginer construire ensuite ce qui se passe entre l'échangeur de chaleur et, la distribution dans les logements. Donc, d'expérience, on est à peu près dans les mêmes coûts. Euh, S'il n'y a pas de chaufferie, est-ce que vous avez des solutions? Bah, c'est exactement la problématique de la enfin, de la place disponible. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir la question peut se poser sur sur du chauffage électrique individuel et de l'eau chaude électrique individuelle. Parce qu'effectivement, quand on va avoir rénové le bâti, en fait, le chauffage électrique, on aura assez peu de besoins. Donc, on va pouvoir s'intéresser à la production d'eau chaude collective qui va représenter, enfin, la production d'eau chaude qui va être sensiblement la même en énergie primaire que la consommation de chauffage. Donc, dans ce cas-là, on serait plutôt sur la pompe à chaleur que sur du gaz. Et là se pose la question de l'espace disponible dans la copropriété et à l'endroit à laquelle je peux implanter le groupe extérieur de pompe à chaleur. Donc oui, c'est possible. Eh bien, comment cela se passe en termes de majorité de vote pour le passage à un système collectif? Alors, c'est là où je parlais de gens motivés, puisqu'effectivement, euh, aujourd'hui, si on a un modificatif de règlement de copro, je crois que ça doit relever de l'article 26. Nous, les dossiers qu'on a réalisés ont été votés à l'article 25.1, puisque en copropriété, on est dans un exercice de démocratie totale, c'est-à-dire que si la copro décide finalement de déroger peut-être à la règle de validation, et c'est là où il faut que le syndic soit d'accord, 2 mois après, sans contestation, on peut appliquer la règle qui a été choisie euh, pour, euh, pour, ce, pour ce projet. Donc c'est vraiment un sujet à discuter conseil syndical, syndic et copropriétaires. Et dans un immeuble haussmannien, peut-on localiser la PAC dans les combles? C'est un peu ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut la mettre dans les combles ou peut-être il va falloir quand même qu'on ait accès à de l'air extérieur. Donc il faut quand même ou de créer éventuellement un chien ici. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de surface avec les chambres de bonne, donc on pourrait imaginer que c'est possible. La seule question, ça va être plutôt l'étude acoustique qui sera nécessaire pour s'assurer qu'on ne crée pas en fait de résurgence une fois on aura mis la pompe à chaleur. Et si on a une chaudière chauffage eau chaude, que se passe-t-il pour le chauffage? Alors là, ça devient moins pertinent, c'est-à-dire que si vous avez une chaudière gaz qui fait de l'eau chaude et du chauffage gaz, clairement, ça a pas tellement de sens de dépluguer enfin de considérer l'eau chaude indépendamment du système de chauffage. Je parle bien d'individuel, hein. Donc là, je pense que quand on est en chauffage et eau chaude individuel gaz, il faut vraiment se poser la question plutôt et essayer de partir sur un système RenoShun, comme je l'ai montré tout à l'heure, sur la chaudière condensation, ou alors passer de façon collective à la fois sur la production d'eau chaude et à la fois à la fois sur la production de chauffage. Parce que sinon, vous allez repousser la problématique. C'est-à-dire que si on ne traitait que l'eau chaude et qu'on reste en gaz, notamment sur l'air intérieur, à un moment donné, on va se faire, entre guillemets, rattraper par les contraintes réglementaires et puis on va se retrouver avec une problématique à traiter à la fois aussi enfin, à nouveau sur le chauffage. Donc, il vaut mieux considérer les deux et trouver une solution enfin, qui rend collectif les deux usages. Et quand on a une production d'eau chaude collective, mais des ballons anciens, pas avec une pompe à chaleur, quels travaux et coûts? Bah alors, si les ballons sont trop anciens, en fait, on va pas pouvoir les récupérer, clairement. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir qu'on évalue. Par contre, on peut mettre une pompe à chaleur, donc c'est à peu près, enfin, ça dépend de la taille de la copropriété, hein, mais on peut mettre une ou plusieurs pompes à chaleur pour effectivement venir préchauffer l'eau qui est stockée dans ces ballons-là. Donc on a Pouvez-vous un peut-être dossier. donner des
coup quand on n'a pas une idée de la copropriété, hein. Donc, Ah ouais, parce qu'en fait, on a besoin ouais, de savoir quel est le volume. C'est-à-dire que bien là, on a sûr. un 16 logements à Paris, on est en train de faire ça. Ils étaient en production d'eau chaude électrique avec un seul ballon. On doit être dans les 30 000 euros à peu près. Voilà, avec le ballon, la pompe à chaleur. Donc, on n'a qu'une seule pompe à chaleur, effectivement, sur ce bâtiment-là. Alors ensuite, pourquoi pas une chaudière collective au gaz ou à bois? Nous avons actuellement une chaudière collective au fioul pour 4 immeubles. Alors, 4 immeubles, c'est-à-dire qu'on a de la surface, c'est-à-dire que gaz, c'est possible. Enfin, c'est tout à fait possible de le faire au gaz. Donc, gaz condensation dans ce cas-là, bien sûr. La limite du gaz condensation, il faudra quand même faire attention sur là, je vais parler plutôt financement, hein, puisque vous savez que à partir du 1er juillet 2025, ces chaudières-là ne seront plus subventionnables. Alors, ils ne rentreront plus dans l'assiette de financement de la prime rénov'. Et on a jusqu'au 31 décembre 2026 pour les valoriser dans les calculs thermiques. Donc, il faut quand même faire un peu attention sur le gaz condensation. C'est pas, si on peut faire autrement, on peut effectivement passer sur du bois. Après se pose également l'approvisionnement et le stockage en fait de la matière du combustible. Mais c'est tout à fait possible. Si on a de la place, ce qui peut être intéressant, c'est aussi des pompes à chaleur au haut, donc des systèmes avec des systèmes de captation de surface. Donc il faut effectivement regarder ce point-là. Ça peut être aussi un point intéressant. Et question suivante, quelle place est nécessaire pour le ballon d'eau chaude collective? Peut-il être mis en cave ou faut-il qu'il soit en hauteur? Non, il peut être mis en cave. C'est-à-dire qu'on peut imaginer produire sur la toiture, par exemple, ou dans une partie de la parcelle si le terrain est assez grand, et ensuite de ramener la production en fait en cave ou là où sera le ballon d'eau chaude. Donc en fait, on est bien sur deux éléments qui sont distincts. Je parle bien entendu de la pompe à chaleur. Si on est sur un système gaz condensation, on va plutôt, ou CPCE, on va se mettre au plus près de l'organe de production de chauffage. Ok, question suivante. S'il est faisable de passer à une eau chaude collective, pourquoi pas passer à un chauffage collectif? Ça, c'est qu'une question de volonté. Mais effectivement, c'est un peu le même sujet que la question précédente où on parlait de chaudière gaz qui font l'eau chaude et le chauffage. Mais on peut considérer une production de chauffage collectif que si on a des radiateurs à eau chaude en place. Enfin, en termes d'acceptabilité, c'est-à-dire que si on a du radiateur électrique, imaginez qu'on fera changer tous les radiateurs aux copropriétaires, ça paraît peu probable, d'autant qu'il faut assurer la distribution d'eau chaude pour alimenter les radiateurs dans l'appartement. En revanche, si on a déjà du radiateur, donc ce qu'on appelle une boucle à eau chaude, là, on peut effectivement faire du collectif, parce que c'est le même sujet. En général, si on est en production individuelle, on a le même principe que l'eau chaude, c'est-à-dire qu'on a une boucle en fait de distribution d'eau chaude pour les radiateurs dans le logement. Donc c'est assez simple de venir se connecter sur la boucle. Et on peut également compter individuellement. Ok. Donc, question suivante. Est-ce que cette solution peut être pertinente alors qu'on a déjà une chaudière électrique collective? Alors, je ne sais pas si Euh, c'est la suite d'une question. non, non, mais chaudière électrique collective, la problématique, c'est effectivement, vous avez deux sujets, c'est l'appel de puissance, c'est-à-dire qu'on va avoir pour un abonnement électrique, enfin un abonnement au fournisseur d'énergie qui va être relativement élevé, puisqu'on a un appel de puissance plus ou moins important sur ce type de système. Donc, ça peut devenir intéressant de passer là, pour le coup, plutôt de la pompe à chaleur, pour que, si vous voulez, on bénéficie du coefficient de performance. C'est-à-dire que vous allez, aujourd'hui, en électrique direct, ce que décrit le monsieur ou la dame, on va consommer 1 kilo pour aller restituer 1 kilo, alors qu'avec la pompe à chaleur, on consommera 1 kilo pour en restituer 4. Donc, vous allez avoir effectivement un effet de levier et une économie d'énergie sur la consommation finale pour le même service. Ok. Alors, il me semble qu'il y a déjà eu cette question. Est-ce qu'il revient le moins cher, CPCU ou PAC? On a déjà répondu, hein.
En installation, c'est à peu près pareil, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Quelle incidence sur les DPE de l'immeuble? L'individuel, je pense aussi. Alors, sur le DPE de l'immeuble, on va améliorer effectivement le DPE de façon alors, assez importante. Ça dépendra de l'énergie qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes, et si on part d'un fuel collectif, et qu'on passe même avec du gaz condensation, forcément, on va avoir un gain relativement important. Si vous passez sur des systèmes réseau de chaleur urbain, par exemple, le gain sera encore plus significatif. C'est-à-dire qu'on peut gagner des classes assez rapidement, quoi. Donc, une à deux classes éventuellement. Une classe, c'est à peu près sûr, et puis deux si on est sur du réseau de chaleur par rapport à du fuel. Et donc ensuite, question, comment fonctionne un thermodynamique? Réchauffe-t-il en continu la grande quantité d'eau du ballon collectif? Comment est géré le maintien à 55 degrés? Alors, c'est pas en... non, je vais moins bien répondre que l'aurait fait mon ingénieur fluide, parce qu'effectivement, moi, je m'occupe de la coordination des équipes. En fait, on n'est pas en réchauffage continu, puisque, alors notamment sur la pompe à chaleur, c'est-à-dire que la pompe à chaleur, en fait, elle arrêtera de fonctionner si la température extérieure devient moins intéressante, puisque s'il n'y a plus de calories à capter dans l'air extérieur, ben, la pompe à chaleur perd de son intérêt. Donc, on a un maintien effectivement de température qui est assuré par la pompe à chaleur quand elle fonctionne, et quand elle ne fonctionne pas, en relais, soit on a une chaudière gaz qu'on a utilisée, qui est déjà en place, qui peut venir faire le complément, soit c'est une résistance électrique qui est en place dans le ballon d'eau chaude. Et, y a-t-il des difficultés d'ordre juridique et administratif avec le règlement de copropriété? Bah, c'est un peu, oui, voilà, le sujet, il est vraiment là. C'est-à-dire que si on a une modification du règlement, je pense que c'est l'article 26, si je ne dis pas de Oui, c'est bêtises, ça. et donc ça demande une majorité forte en fait dans la copropriété. Je crois que c'est les deux tiers, hein, il me semble. Donc il faut qu'il y ait une vraie mobilisation, je dirais, de chacun des copropriétaires. Après, on l'a aussi fait passer en article 25, parce qu'à un moment donné, il y avait un intérêt et le conseil syndical, le syndic, ont pris l'initiative en fait de s'affranchir de l'article 26 pour pouvoir avancer sur leur projet de rénovation globale. Et du coup, vous l'avez compris, si vous passez sur une majorité qui est inférieure, il y a un risque Oui, de contestation. de Ouais. contestation. Donc, c'est vraiment un choix et une discussion de la copropriété. Alors, cette question, je ne suis pas sûre qu'on ait la réponse. Quand sera-t-il possible de raccorder au CPCU dans le 20e? Ah, ça dépend de l'adresse. Il y a des Ouais, endroits où c'est une question qui sera plutôt à poser avec donc la CPCU directement, vu que c'est eux qui gèrent leur politique et leur chantier de raccordement. Donc là, on ne pourra pas vous répondre. il faut aller sur leur site directement et présenter l'adresse, comme ça vous aurez une réponse. Ça vous Vous savez. avez une carte. Oui. Notre chaudière au fioul est très vieille. Et ouais, je pense que ça, c'est une réponse à une question qu'on a déjà répondu. Hop. Quelle superficie faut-il dans les parties communes pour assurer la gaine technique du bouclage? Ah, c'est relativement étroit. C'est-à-dire qu'on est sur, enfin, les sections, enfin, ça dépendra le nombre d'appartements à desservir, encore une fois, mais on est sur des 50 par. C'est à peu près la moitié des gaines techniques qu'on a sur les parties communes en général, donc du 50 de large, on va dire, et 30 ou 30 centimètres de profondeur. Donc c'est assez simple en fait, hein. Parce qu'en fait, on n'a que deux tuyaux calorifugés à faire passer, hein. Un à l'aller et un au retour. Dans le cas de l'installation d'une pompe à chaleur, est-il préférable de localiser l'échangeur dans un local non chauffé, cave ou parking par exemple? Alors, par rapport à l'extérieur, ça peut être mieux. Il faut juste s'assurer qu'on ait suffisamment de renouvellement d'air possible. Parce que sinon, après, la pompe à chaleur va relarguer de l'air frais. Et ensuite, elle va, ce qu'on appelle, elle va être en bouclage. Donc, ça veut dire qu'elle va reprendre l'air frais qu'elle a rejeté et elle ne pourra plus récupérer de calories. Donc, c'est possible. Il faut juste s'assurer, en fait, qu'on ait un niveau d'amener d'air suffisant. Après, c'est vrai que c'est plus facile en termes
en termes d'acceptation par rapport à des services de l'urbanisme, par rapport à du voisinage. Ok. Et donc ensuite, techniquement, comment se passe l'installation? Le ballon collectif est relié aux conduites alimentant les robinets de cuisine et de salle de bain et il suffit ensuite de retirer les ballons individuels. Quel Oui. coût pour un immeuble de, alors j'ai pas les étages, mais de 15 appartements? Ouais, là, enfin, le mieux, c'est de peut-être me renvoyer. Il y aura peut-être mon mail qui Oui, vous sera avez votre mail, mis. je crois, de toute façon, Ouais, sur la présentation que j'enverrai. voilà. Ouais. Ok, et donc ensuite, aujourd'hui, on a de l'eau chaude collective, ballon ancien. Si on installe une pompe à chaleur, 30 logements, pourrait- pourrait-on aussi en profiter pour mettre en place le chauffage? Aujourd'hui, chauffage individuel électrique. Ouais, là, pour le coup, c'est ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que si on voulait mettre un chauffage collectif, il faut passer dans les logements tout le réseau d'alimentation des radiateurs. Donc, en théorie, c'est possible. Dans la réalité, moi, j'ai jamais réussi aujourd'hui à faire ce genre d'intervention en copropriété depuis 15 ans, quoi. Donc, Ok. Le stockage peut se faire en cave pour la production d'eau chaude sanitaire aussi. oui. Alors ensuite, nous avons déjà un système d'eau chaude collectif avec des ballons d'eau chaude standard au sous-sol. Le circuit de distribution dans les appartements est déjà en place. Avons-nous un avantage à passer à une pompe à chaleur? Là, c'est ce qu'on disait précédemment, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez diviser votre consommation par 3, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le fameux coefficient de votre pompe à chaleur qui sera à regarder selon bah, l'endroit où on la positionnera. Mais effectivement, oui, il y a un intérêt. Ok. Ensuite, la question plutôt financière. Quelles aides existent-ils? Sont-elles mobilisables pour les monopropriétés? Alors, monopropriété, bah, les seules aides aujourd'hui disponibles sont les certificats d'économie d'énergie. Donc oui, il en existe. Il n'y a pas de problématique pour les monopropriétaires. Est-il possible d'utiliser une PAC pour chauffer des ballons d'eau chaude de 5 mètres cubes et de positionner l'unité externe dans un parking enterré surface environ 30 voitures, plus allée de circulation très large? Là, il faut qu'on se rende sur place. Là, Ok. là, 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 clairement, c'est tout le problème du risque de recyclage, en fait. Donc, parce qu'il va falloir qu'on dimensionne le type de pompe, donc son encombrement, et ensuite savoir où est-ce qu'on peut la positionner. Donc ça ne peut se faire que sur de la visite sur site. Alors, pour les questions qui concernent des coûts, bah, comme on vient d'expliquer à plusieurs reprises, c'est compliqué sans avoir de visibilité sur l'immeuble. Donc, il y aura le mail de Monsieur Hugonin qui sera dans la présentation. Je vous inviterai plutôt à le contacter parce que on va pas pouvoir donner un coût précis ou même une fourchette sur ce type de prestation. Alors, ensuite, le coefficient de 2,3 pour l'électricité peut-il changer? Oui, il était de 2,48 il y a quoi? Il y a 5 ans, je crois, ou 3 ans. Donc peut-être, mais il va très peu varier, hein, puisqu'en fait, ce coefficient, il est déterminé, en fait, il est établi pour qualifier, si vous voulez, les pertes de charge en fait, qu'on peut avoir sur le réseau entre la centrale qui produit le kilowattheure et ce que vous allez consommer. Donc, je vous dis, il est passé de 2,48 à 2,30, donc avec beaucoup, beaucoup de discussions. Donc, je ne pense pas il évoluera plus bas. Enfin, si c'est la question de l'évolution à la baisse, je pense que ça paraît un peu compliqué. Et donc, alors là, c'est une reprise d'une question auquel vous avez répondu. Je n'ai pas compris votre information concernant les chaudières à gaz pour l'eau chaude sanitaire. Qu'est-ce qui sera prochainement supprimé? Les subventions, certains types de chaudières. C'est Alors, encore sur les subventions. Alors sur la subvention, c'est le dispositif MaPrimeRénov qui évolue. C'est-à-dire que dans le dispositif MaPrimeRénov, jusqu'au 30 juin, vous pouvez prendre votre chaudière et la faire financer 30 ou 45% par MaPrimeRénov, dans le cadre d'une rénovation globale, hein, toujours, selon le niveau de performance. À partir du 1er juillet 2025, il ne sera plus possible de rentrer ces travaux-là dans l'assiette. Donc ça, c'est quand même un point important, c'est-à-dire que vous n'aurez plus la possibilité de bénéficier des aides MaPrimeRénov sur ce matériel. Et jusqu'au 31 décembre 2026,
Si vous passez par exemple d'une chaudière gaz à une chaudière condensation ou du fuel au gaz, gaz condensation, on va pouvoir le valoriser dans le calcul. C'est-à-dire que la contribution de ce matériel gaz condensation va être valorisable, donc ça va concourir au gain de 35 ou de 50% que vous pourrez faire pour obtenir la prime Rénov'. À partir du 1er janvier 2027, on ne pourra plus utiliser ces gains dans le calcul qui déclenche les aides MaPrimeRénov' copropriété. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté en fait d'arrêter de subventionner les énergies fossiles. Je crois même que ERP+, Éco-Rénovons Paris+, ne subventionne plus depuis le 1er janvier Oui. les installations de chaudière. C'est ça, si je ne dis pas de Ça bêtises? s'aligne en fait avec les subventions de l'ANA. Voilà. Et je rajoute également, donc si vous avez des questions sur tout ce qui va être subvention de vos chaudières collectives et de vos projets, je vous invite aussi à vous rapprocher donc de votre conseiller ou votre conseillère coach copro qui pourra vous répondre un peu plus en détail et voir aussi l'entièreté du projet, voir les meilleures solutions qui peuvent vous convenir sur la copropriété. Donc pour ce type de questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez un doute sur le nom ou le contact de votre conseiller ou conseillère, vous l'avez sur votre page Coach CoPro de votre copropriété. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coach CoPro, je vous invite à vous inscrire. Et donc la dernière question, c'est encore une question sur les subventions. Bon, cette fois, c'est sur les pompes à chaleur. Dans tous les cas, c'est plus ou moins la même réponse. Ça va être en fonction donc des gains énergétiques de votre projet. Et pour avoir un peu plus de détails là-dessus, je vous invite également donc à contacter votre conseiller ou votre conseillère Coach CoPro. Donc on a terminé nos 41 questions. Donc je pense que on va s'arrêter là au niveau des questions. Si jamais vous avez des questions à la suite de la lecture du support qui va vous être transmis, donc vous pouvez soit me l'envoyer directement donc à mon adresse mail, soit à l'adresse de Monsieur Egonin qui est intervenu sur cette présentation. Donc, je vous remercie à tous d'être venus ce soir pour ce webinaire et donc n'hésitez pas à vous inscrire au suivant rendez-vous CoPro. Et je tiens à remercier particulièrement Monsieur Gonenk de Realiza pour s'être prêté à l'exercice de ce webinaire sur les ballons d'eau chaude collectifs. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.